friends to the courthouse on top of the hill. They say it's much brighter there. The sounds barrel through on this green, green grass. The bands of yesteryear play their greatest hits. We all sing along to the sounds of yesteryear. Sounds of yesteryear. Play hard, play nice, play often, crowd the avenues, get a closer look, all the stars waving gracefully, smiling pathetically, all the world to see, the progress we have made, we all sing along to the sounds of yesteryear. Sounds of yesteryear. You're living in a place you don't want to be. Too many people said you cannot agree. You need a change of scene, a change of a pace. You need to kick your life back in the face and kick ass. And kick ass. And meant to buy me goodly speaking, kick ass. And kick ass. I got to do something, need to kick ass. You're stuck in a job you don't even like. You got to tell them all to go take a hike. Nobody told you life is not a rehearsal. And in the end there is a no reversal. So kick ass. Kick ass. I'm meant to find me girly speaking, kick ass. Kick ass. I got to stop the weeping, kick ass. You sit around and you wonder, is it all just a waste of time? Kick ass, kick ass. I'm meant to find a girly speaking, kick ass, kick ass. Got to do something, lead to kick ass.
Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonjour Mastar, bonjour Tardotte, comment va Monsieur Silver? Bah ça va bien. J'espère qu'il en est de même pour toi. Ça va peut-être mieux que le temps, parce que le temps est complètement... Oh, hier on avait 30 degrés, quoi. C'est n'importe quoi. Quelle indignité, comme tu dis. Franchement. Alors du coup, ça se ressent sur la fréquentation des cinémas. Hein, on a fait des super semaines là quand il faisait pas très beau. Là, depuis deux-trois jours, bon, ça s'est calmé, on va pas se mentir. Mais bon, a priori, ce week-end, il pleut, c'est bien, je travaille pas. Je pourrais pas profiter, c'est dommage. Mais bon, on va faire avec, hein. Allez, on attaque tout de suite les films de la semaine avec un premier film. Je verrai toujours vos visages. Euh, Pas de soucis. Je verrai toujours vos visages, que j'étais en train de dire. Le réalisateur du... Bah, ça y est, j'ai oublié. Pupille, voilà. Et donc, on regarde la bande-annonce de ce nouveau film tout de suite. Je m'appelle Nassim, j'ai 29 ans. Vous pourriez nous expliquer un peu comment vous avez entendu parler de la justice restaurative? C'est des victimes qui rencontrent des détenus. Oui, c'est ça. Ce que vous proposez à ces gens, c'est l'inverse de ce que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère. J'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de pas le croiser par hasard. J'ai été agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes quand vous commettez ce genre de choses. J'ai 25 ans et j'ai braqué une supérette. J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur. Je suis plus comme avant. Ma vie est plus comme avant. Et si je résume, avant, elle était mieux. Quand vous parlez de peur, vous voulez dire quoi exactement? Quand vous attaquez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a d'autres victimes derrière. Il y a des familles, des couples, des enfants. On met des petites claques, c'est pour impressionner. Mais des claques, c'est des coups. En vrai, j'ai l'impression que j'ai jamais rien décidé dans ma vie. Assume, nous sors pas tes excuses débiles, là. Tu le prépares pas en fait. Moi, tu me prépares. Moi, ça fait des mois que je bosse comme une chienne, que j'ouvre tous les dossiers. Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tu. Je comprends pas cette violence. On est là pour favoriser leur réparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte en fait. Et ça me fait de la peine. Parce que j'adorais mon frère. C'était mon grand frère. On attaque fort. Mais j'ai essayé de faire comme ça. Il y a des moments plus durs, il y aura des moments plus tranquilles. Voilà, tout est prévu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Naissance du projet, créé en 2014, la justice restaurative est un espace de dialogue de nature à offrir aux personnes impliquées qui souffrent des répercussions du crime la possibilité de se rencontrer pour en questionner le pourquoi et le comment. Après Pupille, Jeanne cherchait un nouveau projet et a entamé des recherches sur deux sujets qui l'intéressaient, le fonctionnement du cerveau et le milieu de la justice. Des trucs qui sont vraiment en rapport, hein. J'ai toujours été passionné par les faits divers, les procès, les grandes figures du banditisme, les ténors du barreau. Un jour, je suis tombé par hasard sur un podcast autour de la justice restaurative. Ça m'a intrigué puis captivé. Ce qui m'intéressait dans ce processus était précisément ce qui motivait mes recherches sur le cerveau, la réparation. Et donc, c'est son troisième court-métrage. Dans Pupille, et je verrai toujours vos visages, Jeanne Herry éclaire un endroit du réel peu connu qui propose des outils porteurs d'espoir. Pour autant, la cinéaste ne fait pas ses films pour parler de l'adoption ou de la justice restaurative. Ce ne sont pas des documentaires, le fond me touche, mais c'est d'abord le cinéma qui m'importe. Ce sujet, je le choisis, car je pressens que je vais pouvoir y planter des graines de romanesque et qu'il va m'offrir la possibilité de faire un bon film.
Au cours de mes recherches, un des interlocuteurs que j'ai rencontré m'a dit « L'objectif de la justice restaurative, c'est la libération des émotions par la parole. C'est cette libération que j'ai voulu mettre en scène. » La réalisatrice a rapidement décidé de mettre en scène des rencontres détenues victimes autour des vols avec violence, une problématique sociale et sociétale assez banale dont on mésestime les effets ravageurs sur les victimes. Elle confie « Les violences intrafamiliales n'ont pas de frontières sociales, elles frappent tout type de famille, de quartier, de classe. Ce sont des guerres sourdes qui ont un lieu derrière les murs des maisons. Nos maisons, chacun peut s'identifier, se projeter. » Je me suis à nouveau longuement documenté et j'ai voulu raconter un frère agresseur, une sœur victime et la famille qui avait généré cela. La violence, l'amour, la prise de pouvoir, les manques et les manquements des drames effroyables et courants. Avec Je verrai toujours vos visages, Jeanne Herry retrouve plusieurs comédiens qu'elle a déjà fait tourner dans Pupille. C'est le cas de Gilles Lelouch, Élodie Bouchez et bien sûr sa mère Miu Miu. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que c'était la fille de Miu Miu, dis donc. Et je sais pas, il y a un sacré casting, parce qu'il y a Daroussin, enfin, il y a quand même du beau monde. Jeanne Herry n'a pas assisté à des rencontres entre victimes et agresseurs, cela aurait été contraire au principe de base de cette pratique qui invite les agresseurs à se raconter en toute liberté. Mais non, je viens juste de commencer, Dodo, rassure-toi. Bonsoir, comment vas-tu? La cinéaste explique ils savent que le cadre dans lequel ils vont s'exprimer est sécurisé et que rien de ce qu'ils diront ne sera répété. Il arrive d'ailleurs que certains dévoilent des faits qu'ils n'ont jamais révélés. Un peu stressé. Par quoi? Les seules choses auxquelles j'ai assisté et qui étaient hyper intéressantes sont les formations. J'en ai suivi 3. La formation d'animateur que font Fanny et Michel dans le film. J'ai vraiment éprouvé de l'intérieur la première scène du film en jouant tour à tour des auteurs et des victimes face à des apprentis animateurs, celle de médiateur, la fonction qu'occupe Judith, et une 3e formation par Zoom au Québec. Jeanne Herry a écrit le film en ayant en tête certains acteurs comme sa mère Miu Miu, Élodie Bouchez, Gilles Lelouch, Léla Becti et Jean-Pierre Daroussin. Elle se rappelle, je n'étais pas sûr que le rôle intéresserait Gilles, après tout son personnage n'arrive qu'à la 50e page. Je ne connaissais pas Léla Becti, pour moi c'était des boussoles, c'était agréable d'avancer avec eux en tête. J'ai très vite pensé à Birané. Pour la Paris Manga a peur d'oublier des trucs. On oublie toujours des trucs. Rassure-toi, c'est une règle. C'est une règle, on oublie toujours quelque chose. Voilà. Donc, rassure-toi, tu vas forcément oublier quelque chose. J'ai très vite pensé à Biraneba pour le rôle d'Issa. Je l'avais trouvé très inspirant en travaillant avec lui sur un spectacle à la Comédie Française. Alors qu'il y a peu de personnages jeunes dans mes films, il m'a donné envie d'en imaginer un. Il est formidable, Birané, solaire, très fiable. Il cherche beaucoup. Sont venus ensuite Souliane Brahim, avec qui j'avais travaillé aussi, Adèle Exarchopoulos, Dali Ben Salah et Fred Testo. Après, si tu y vas pour faire du cosplay, l'important c'est d'avoir le costume entier. Déjà, si t'as ça, ce sera bon. Jeanne Herry avait pour référence 12 hommes en colère de Sidney Lumet, mais aussi En thérapie, la série d'Olivier Nakache et Eric Toledano. La cinéaste raconte, elle m'a beaucoup plu et aussi rassuré à ce stade. Même si je ne le souhaitais pas, je me posais encore la question de mettre ou non en scène les agressions dont les victimes avaient fait l'objet. Je dois pas oublier mes médocs, oui, les médocs c'est aussi important. Bon, après les affaires de toilette à Paris, tu vas en retrouver si jamais tu les as oubliées, bon. Une brosse à dents, tout ça, ça se... Il y a des magasins à Paris. Devait-on voir Sabine se faire voler son sac? Ce récit suffirait-elle? En thérapie m'a confirmé dans ce que je voulais faire. Les visages de la série étaient comme des paysages, on se faisait nous-mêmes nos propres images, on peut faire confiance aux mots et aux jeux. Je me suis concentré sur le plaisir et la perspective de voir mes acteurs jouer. Oui, je comprends, oui. Mais après, il y a des magasins qui sont ouverts toute la nuit aussi. Jeanne Herry fait également peu de répétitions. Par contre, la réalisatrice effectue des lectures en tête-à-tête avec chaque acteur. Elle se souvient, on lit toutes les séquences ensemble, c'est le moment où nous voyons s'il y a des problèmes de texte, une phrase qu'ils ont du mal à lire, un mot avec lequel ils se sentent mal à l'aise. Je suis très attentive à cela parce que je sais qu'après, on ne reviendra pas en arrière
et que c'est vraiment le texte qu'ils devront apprendre. Je ne transige ni sur la précision, ni sur la ponctuation. Je leur demande de ne pas rajouter de béquilles, les bains et alors, je les ai déjà écrits, et je ne veux plus, sinon cela deviendrait de la bouillie. Donc une réalisatrice assez exigeante avec son texte. C'était pas ça, c'était ça. Et ses acteurs. Et ouais, c'est vrai que c'est curieux. C'est pas la première réalisatrice que je vois qui fait ça. Ils font pas de répétition de scène, mais ils font des lectures en tête-à-tête avec chaque acteur. Et donc, en fait, il y a des fois même, c'est sur The Son, là, qui est sorti il y a pas longtemps, les acteurs s'étaient pas rencontrés du tout avant le début du tournage. Mais ils avaient tous répété avec le réalisateur. C'est une nouvelle manière de faire. Voilà. Mais après, ça donne des bons films, donc finalement, c'est ça le principal. Et oui, t'as des magasins ouverts toute la nuit à Paris. Allez, nouveau film cette semaine. Non, ça ne veut pas. Voilà. Et là, ça va m'en passer de tueur. Voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais de ça. Voilà. Bonne conduite. Comédie un peu barrée. Dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Bonjour à tous, Pauline Cloirec, formatrice psychologue. Alors d'après vous, l'utilité du port de la ceinture? Je vous l'ai déjà dit, je la mets pas. Je supporte pas. Vous avez toujours été formatrice? À la base, je suis psychologue. Des gonzesses qui nous apprennent à conduire, c'est la meilleure, ça. Ça m'a donné envie de m'investir dans la sécurité routière, essayer d'éduquer les automobilistes. Mais bon, c'est pas tous les jours facile. Police judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un cadavre calciné, non identifié, retrouvé dans le coffre d'une Passat. Oh, ça pue! Ah, c'est comme quand on se brûle les poils, là, mais puissance 1000. Alors vous, votre truc, c'est de buter les chauffards. Bah oui, je fais de la prévention routière. Notre enquête prend une tournure, là. J'aimais bien quand vous êtes émoustillés comme ça, là. Là, on avance. Allez! Allez, putain, c'est lent, cette merde. Après tout, c'est une manière de faire de la prévention routière, hein. Tu butes les chauffards. Au moins, comme ça, ils risquent pas de refaire des conneries. Allez, sur la naissance du projet, dans un premier temps, le producteur Patrick Godot a appelé Jonathan Barré pour savoir s'il avait une idée de film à lui proposer autour des stages de récupération des points de permis. Ah. Oui. Je n'en avais pas, mais j'ai trouvé le sujet formidable parce que ces stages, ouverts à tous sans distinction de sexe, d'âge ou de classe sociale, permettent à leurs participants de croiser des gens qu'ils ne rencontreraient jamais ailleurs, ce qui peut évidemment donner lieu à des situations cocasses. Toutefois, mon premier réflexe a été de me dire que ce sujet n'était pas vraiment pour moi. En outre, Colin Serrault avait déjà fait un film en 2014, un documentaire à mon avis insurpassable sur le sujet, et je ne voyais pas comment je pourrais faire mieux. Mais Patrick a insisté en me disant qu'il pensait plutôt à un film de genre. Et là, ça a fait tilt. L'idée d'une histoire autour d'une tueuse en série m'est tout de suite venue à l'esprit. De fil en aiguille, cette tueuse est devenue une animatrice de ce genre de stage qui, pour venger la mémoire de son compagnon adoré, fauché par un chauffard, n'aurait plus qu'une obsession, zigouiller tous les conducteurs responsables d'accidents mortels qui tomberaient sous sa coupe. À partir de là, j'ai élaboré mon scénario. Jonathan Barré est né à Quimper, a grandi à Douarnenez, dans le Finistère, et habite en Bretagne, un vrai breton, quoi. Le metteur en scène confie « C'est l'endroit où je me sens le mieux, j'aurais pu tourner mon film ailleurs, mais quand l'équipe est venue en repérage à Douarnenez, elle a adoré. Au départ, nous avions pensé aller nous installer à Carantec, en Bretagne Nord. C'est un coin magnifique, mais un peu trop carte postale, un peu trop chic. Pour mon histoire, je préférais un coin plus rude, plus sardine, plus marin-pêcheur, plus ambiance film de Guy Ritchie. Et bien, bon apéro!
Après la folle histoire de Max et Léon et les vedettes, Bonne Conduite est le 3e film de Jonathan Barré, mais le premier dont le scénario n'a pas été écrit par ses 2 complices du Palmacho. Comme je ne me sentais pas de me lancer tout seul dans son aventure, et que je voulais qu'il tienne plus du thriller que de la comédie, j'ai proposé à Laurent Verriot, qui n'a jamais écrit que des polars, de travailler avec moi. Je lui ai confié la structure de l'histoire et je me suis occupé des blagues. On a très bien roulé ensemble, sans surprise d'ailleurs, puisqu'on avait déjà bossé ensemble. Il y a quelques années, j'avais été son assistant réalisateur. Jonathan Barré pensait beaucoup à Fargo des frères Cohen, mais au final, Bonne Conduite est beaucoup plus orienté comédie. Le cinéaste avait aussi dans sa ligne de mire l'esprit de Rebelle d'Alan Mauduit, avec Cécile de France. Il précise, au bout du compte, mon film a un côté plus millefeuille, il alterne les genres. Une grande séquence d'émotions peut surgir tout d'un coup après un truc très cartoon. Cela peut déstabiliser, mais j'assume ces allers-retours incessants entre différentes atmosphères. Je ne suis pas fan des films qui ne jouent que sur une seule note, ou comique, ou dramatique, ou psychologique. Après, ça dépend des sujets qu'on veut aborder, ça aussi. Il y a des fois... J'ai regardé un film hier, c'était sur les dignitaires nazis qui ont mis en place la solution finale pour les juifs. C'est dur de mettre de la comédie là-dedans, quand même. Jonathan Barré s'est amusé à truffer le film de petits hommages à des œuvres qu'il aime, comme Usual Suspect, Seven, Predator. Le metteur en scène confie, j'ai même poussé le bouchon jusqu'à appeler le chien du film Butkus, en hommage au bull mastif de Rocky. J'assume complètement le côté patchwork de Bonne Conduite. En même temps, c'est en arrière-plan une marque de mon admiration pour Tarantino, qui ne se prive pas de farcir ses films de référence tout en les transformant pour faire autre chose. Pour Pauline, Jonathan Barré voulait une comédienne qui soit volontaire, marrante, extravertie, voire même exubérante, et surtout autant à l'aise dans le registre de la comédie que dans celui du drame. Le réalisateur se souvient, on m'a proposé des actrices, mais elles étaient toutes trop cataloguées dans un registre bien défini. Je dois dire que j'ai assez vite rêvé à Laure Calamy qui m'avait soufflé par son aisance et son naturel dans plusieurs films très différents, notamment 10% et dans Seules les bêtes. Film 10%, ça va pas. J'avais peur qu'elle dise non ou qu'elle soit prise. Il parlait peut-être plus de à bout de souffle. Ou... Ouais. Le film où elle arrêtait pas de courir, là, je sais plus comment il s'appelle. Par bonheur, elle a accepté. Simplement, on devait l'attendre 8 mois. Ce n'était pas grave. La temporalité du film le permettait. On l'a donc attendue. Elle a été formidable à la fois entre et pendant les prises. Elle s'est approprié le rôle de Pauline avec une telle facilité qu'on aurait pu croire que je l'avais écrit pour elle. Et puis, quel camarade de plateau. Laure a été formée au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Pour avoir joué beaucoup de théâtre, elle sait ce qu'est un partenaire. Ce n'est pas par hasard qu'on la demande de plus en plus. Et quel photogénie. Sur Bonne Conduite, Jonathan Barré, a travaillé avec de nombreux copains comme Thomas VDB, Sixtine au Petit, Olivier Marchal. Ça m'a amusé de proposer à ce dernier de jouer un type qui sort de tôle, à lui qui est spécialisé dans les rôles et les films de flics. C'est un rôle court, mais ça tombait bien car Olivier est surbooké. Thomas N'Gijol participe au film, mais uniquement sur des photos censées représenter le fiancé de Pauline fauché par un chauffard. Comme je fais toujours un petit caméo dans mes films, je pensais au départ mettre ma propre bobine sur les photos, puis je me suis rendu compte que ces photos représentaient un des personnages clés du film, et qu'il fallait donc qu'elles donnent à voir un personnage charismatique, et que les gens connaissent, ce qui n'est pas mon cas. Comme il n'était pas évident qu'un acteur vedette accepte d'apparaître juste en photo dans un film, j'ai longtemps cherché et j'ai finalement proposé l'affaire à Thomas, car il a beaucoup d'humour et de recul. Cela a été génial, ma chef d'éco a accroché partout où elle le pouvait des photos de Thomas, et moi j'ai passé mon temps à lui envoyer des textos pour lui dire que c'était presque comme s'il était tout le temps avec nous. Voilà donc pour ce film Bonne Conduite. Film suivant qui sort cette semaine, Apache, qui fait largement penser à Gangs of New York, avec peut-être une ambiance un petit peu plus punk, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Harry à feu et à sang! Les Apaches vont régner la terreur! Le gang n'obéissait à aucune loi. Il semait la terreur en toute impunité. Tout ce beau monde travaillait pour Jésus, le chef des loups de la butte. Chef Monvert, à vous.
Parce que vous vous mettez pas à genoux. Je suis un bien. Et pourtant, ça m'empêche pas de tuer des gens de temps en temps. Un nouveau commissaire a été nommé pour nettoyer la ville. Pourquoi ils veulent se débarrasser de nous? Ah bah parce qu'on fout un peu le bordel quand même, on va pas se mentir. C'est quoi ton nom? Billy. Je veux devenir une Apache. Moi, j'avais un plan. Ils pensaient que m'enfermer suffirait à l'anéantir. Mais la rage qui brûle en moi est incontrôlable. Et elle va devenir leur pire cauchemar. Mais méfie-toi, ma belle. Jésus, on se brûle les ailes si on l'approche de trop près. Je devrais partir, loin d'ici, et jamais revenir. Je vous connais, non? T'as l'air d'avoir du cœur. Je pense... Alors, j'ai pas vu le film encore, on l'a sorti hier, j'ai pas eu le temps de le voir, mais je pense qu'il va souffrir de la comparaison avec Gangs of New York. Parce que vraiment, la bande-annonce laisse penser que c'est une libre adaptation de Gangs of New York à Paris. Et voilà, vraiment, je pense qu'il va souffrir de cette différence, parce que bon, il avait mis la barre haut avec Gangs of New York quand même. Alors, certes, les moyens ne sont pas les mêmes, les réalisateurs ne sont pas les mêmes non plus, mais après la SF, les gangsters, après avoir abordé la science-fiction dans son premier film, Le Dernier Voyage, Romain Quiro voulait s'attaquer à un autre genre cinématographique, le film de gangster. Le réalisateur précise « Bonsoir Michel ». Toujours en l'ancrant dans un univers coloré pop et français, ma productrice Fanny Payou, dont la société s'appelle d'ailleurs Apache, m'a parlé des gangs qui faisaient régner la terreur à Paris. L'idée m'a beaucoup plu, j'étais séduit par ce nouveau challenge, ce nouvel univers à créer, rempli de personnages aussi libres que violents. Romain Quiro a voulu situer le film pendant la Belle Époque, une période où il régnait une soif de vivre particulièrement vibrante. Il confie « Il faut dire que les inventions se succèdent à un rythme frénétique, l'électricité bien sûr, mais aussi l'aviation, l'automobile, le cinéma. Chaque jour, le monde change, emporté dans une folle course en avant, une course qui sera brusquement interrompue par la Première Guerre mondiale. Une guerre dévastatrice à laquelle personne ne s'attendait, beaucoup d'éléments peuvent faire écho à l'urgence et à la violence de notre propre époque. » Tu m'étonnes. Les Apaches étaient des bandes de voyous qui proliféraient de Montmartre à Belleville au début du XXe siècle. Voir chaque jour le lever du soleil était leur seul horizon. Jouer avec la mort leur seule raison de vivre. Ils se dégagent de ce mode d'existence qu'ils n'auraient changé pour rien au monde, une poésie teintée de rage qui ne demandait qu'à être transcrite à l'écran. Romain Quiro ne voulait pas reconstituer la Belle Époque de manière trop académique, il a au contraire imaginé une fresque tourbillonnante et colorée. Les Apaches, personnages anarchistes, bigarrés et pleins d'éclat, ont une dimension punk que je devais assumer. Aussi, il y a dans mon film quelque chose d'électrique, des anachronismes délibérés et totalement assumés. J'ai pris le parti pour ne pas totalement coller à la véracité historique, car c'est excitant pour un metteur en scène de dépoussiérer cet univers en poussant les curseurs. Romain Quiro a regardé beaucoup de westerns et de films asiatiques. Il raconte, difficile aussi de ne pas citer Tarantino et Scorsese quand on aborde un film de gangster, en particulier pour la vivacité et la liberté qui se dégagent de leur cinéma. J'avais vraiment envie de m'amuser avec la pop culture française, à m'autoriser à utiliser des morceaux inattendus comme un vieux tube de John Hallyday. Ah oui, curieux. Le réalisateur a choisi des comédiens talentueux de la nouvelle génération. Le cinéaste a ainsi aimé chez Alice Isaz son côté juvénile, son timbre rock qui détonne. J'ai senti sa capacité à me faire confiance et lâcher prise pour trouver en elle la rage nécessaire. J'ai décelé chez Artus qui campe Ours, un comédien avec un formidable potentiel très spontané qui excelle dans un registre dramatique. Je recherchais pour jouer Jésus un garçon qui soit à la fois fascinant, magnétique et animé d'une rage bouillonnante. Nils Schneider a ça en lui. Quand nous nous sommes rencontrés, nous avons parlé de là où nous puisons notre soif de vivre,
Nous partagions la même perception de son personnage que nous envisagions comme une rockstar qui ne peut vivre qu'avec fougue. Pour Polly, j'ai trouvé en Rod Paradot un comédien très sensible capable d'incarner un personnage queer avec une sincérité et une fragilité touchantes. Romain Quiro a fait appel à plusieurs acteurs qui avaient joué dans Le Dernier Voyage. Il se souvient, j'ai tourné mon court-métrage et mon premier long-métrage avec des comédiens comme Bruno Locher, Hugo Becker ou Émilie Gavois-Kahn. Je ne vois pas qui c'est ça. Qui... Ok. Et j'avais envie de les retrouver pour cette nouvelle aventure. J'aime bien l'idée d'une troupe qui évolue ensemble, mais il fallait un équilibre avec de nouveaux visages, notamment pour l'héroïne. La bande-son écrite par Yves Gourmeur mélange des registres très différents. Romain Quiro confie c'est une rencontre entre le western et des notes plus parisiennes et typiques de la belle époque qui mêlent guitare et accordéon. À côté, j'ai choisi des morceaux plus décalés qui symbolisent en termes sonores l'univers des Apaches. On entend par exemple « J'aime regarder les filles » lorsque Billy découvre les prostituées qui battent le pavé. Nous avons aussi collaboré avec un groupe d'électro, Else, dont la couleur et la musique correspondaient bien à l'univers du film. Fondamentalement, j'avais envie de faire un film qui dénote dans le paysage cinématographique français. Et en ça, par contre, je pense qu'on peut dire que c'est plutôt réussi au vu de la bande-annonce. Alors là, on va changer d'ambiance. On part sur un documentaire qui nous emmène à Téhéran. Déjà, ça pose l'ambiance. Et qui parle du droit des femmes à Téhéran. Alors là, allez, on regarde la bande-annonce tout de suite. اینم ریحانه است بزن آقا تو خونه بچه‌م خجالتیه ریحانه تمام معلومه من ریحانه در بستنی فروشی نشسته بودم. مردی میان سال به طرفم آمد. با بخش تاریک و پنهان جامعه آشنا شدم. تلفنم به صدا درآمد. مامان بود. دلم میخواست به او بگویم چه شده، اما نگفتم. ندونستن داستان، 1001 سوال. رابطه نامشروع داشته؟ قتل انجام داده؟ چرا زده؟ قانون مربوط به تجاوز به دختران و دفاع آنان در برابر تجاوز را مردها نوشتند و مراحل دادرسی بی منطقش قصاص نفس با چوبه دار. ته ذهنمونم یه چیزی هم بود که حتما باید یه خانواده رضایت بدن دیگه. خیلی سخت بود ولی من خودم فکر میکردم که با حاضریم که انجام بدیم تا رضایت بدن. کاش ذره صراحت مادرم در وجودم بود. حتی 1% فکر میکردم نجات ریحانه توشه، چقدرم پر زحمت بود من انجامش میدادم. خدا زندگی بی ریحانو نمیخوام. مهربان مادرم، من یاد گرفتم که گاهی باید جنگید. دانستم که حتی در شرایط سخت میتوان با جرقه‌ای شادی کوچکی را روشن کرد. Voilà, ça... Hein? Mais de l'ambiance, là. Sur la naissance du projet, Steffi Niederzoll a appris l'histoire de Ray... Alors, on va essayer de pas abîmer les noms. Ray Yané par la presse en 2014. Son cas a eu une couverture médiatique importante en Allemagne, où vivait l'un de ses oncles. À cette époque, son histoire était seulement l'une des nombreuses histoires déchirantes que rapportaient les journaux. La réalisatrice se rappelle, puis en 2016, par l'intermédiaire de mon compagnon iranien de l'époque, j'ai rencontré le cousin de Cholet et sa femme à Istanbul. Ils avaient fui l'Iran et étaient coincés en Turquie. Ils essayaient de sauver des vidéos filmées clandestinement liées à l'affaire de Ray Yané. L'une de ces vidéos m'a particulièrement ému. On y voyait Cholet assise dans une voiture devant la prison, attendant de voir si sa fille serait graciée ou exécutée. C'était le moment plein d'espoir et de détresse. Ce moment plein d'espoir et de détresse a laissé une marque indélébile dans mon esprit. Les mois suivants, j'ai effectué plusieurs voyages en Turquie. Nous sommes peu à peu devenus amis. Ils m'ont demandé si je pouvais faire un film à partir de ces images. Steffi Niederzoll était très consciente de la grande responsabilité qu'un tel projet impliquerait.
Jusque-là, elle se considérait comme une réalisatrice de fiction. La cinéaste se souvient. Je travaillais à cette époque sur le scénario de mon premier long-métrage, mais je n'avançais pas. Je voulais éviter de faire des vaines promesses. J'ai donc proposé de rapporter le matériel vidéo en Allemagne pour le faire traduire et réfléchir à la façon dont je pourrais éventuellement en tirer un film documentaire. Peu de temps après, j'ai pu rencontrer Şöyle, la mère de Reyhan'a, qui venait d'arriver en Turquie avec sa plus jeune fille. Cette première rencontre a été étrange, elle me paraissait très familière, car je l'avais vue vivre des moments dramatiques et personnels dans les vidéos. Mais pour elle, j'étais une étrangère, je le lui ai dit, elle me regardait, puis m'a souri et prise dans ses bras. Nous avons bu un thé en regardant les photos d'enfance de Reyhan'a, c'est à ce moment que j'ai su que je devais faire ce film. Steffi Niederzoll explique comment elle a récupéré les images qui montrent la famille dans son intimité. Şöyle avait remporté une grande quantité de lorsqu'elle est partie d'Iran en VHS, en cassette mini DV. Certaines images ont été passées clandestinement d'Iran en Allemagne. Après coup, les photos ont été scannées, les enregistrements que Shahrzad m'a donnés ont été particulièrement importants pour le film. Shahrzad a beaucoup filmé sur son téléphone, montrant comment une famille vit lorsque l'un de ses membres est en péril. Il était clair depuis le début du projet que Steffi Niederzoll et son équipe ne tiendraient pas d'autorisation pour tourner le film en Iran. Oui, c'est pas étonnant, il s'attaque à un sujet qui va pas plaire au pouvoir, donc bon. Avec l'aide de Zebra Krop, une société de production iranienne, la réalisatrice a eu accès aux archives d'un collectif d'Iran qui a tourné des images de Téhéran pendant la période où Reyhan'a était emprisonnée. La réalisatrice se remémore, il nous manquait malgré tout des plans de lieux spécifiques qui jouent un rôle dans l'histoire, comme l'extérieur de la prison ou la maison dans laquelle Reyhan'a a été agressée. Tourner des plans de ces lieux était dangereux et pouvait envoyer en prison les auteurs. Les personnes qui ont filmé ces images ont pris le risque car elles étaient convaincues que ce film devait être fait. Et c'est pas... Alors, dernièrement, ils en ont mis pas mal en prison, des réalisateurs, mais il y a beaucoup de réalisateurs qui continuent à prendre des risques, des acteurs aussi qui jouent dans les films iraniens qui continuent à prendre des risques pour montrer ce qui se passe dans leur pays, et montrer que sous la bonne figure des fameux mollahs, c'est un bordel sans nom, et une répression horrible envers tout le monde, et en particulier envers les femmes. Les enregistrements audio et vidéo réalisés pendant la période d'emprisonnement de Reyhan'a ont principalement été faits par la famille pour rassembler des preuves. Steffi Niederzoll précise « Beaucoup des vidéos sont tournées avec des téléphones portables et bien qu'elles soient de qualité médiocre et parfois peu stable, il m'est paru évident dès le début du film qu'elles devaient être au cœur du film. Elles sont très puissantes et donnent un aperçu des lieux interdits comme les prisons iraniennes. Elles nous permettent de partager des moments très forts, comme lorsque Reyhan'a appelle sa mère pour lui annoncer qu'ils viennent la chercher pour l'exécution. » La comédienne engagée Zahra Amir Ebrahimi, dont la notoriété s'est accentuée avec sa prestation de journaliste déterminée dans le thriller Les Nuits de Mashhad, et qui a été contrainte de fuir l'Iran, a été choisie par Steffi Niederzoll pour prêter sa voix à Reyhan'a. L'un des principaux défis du film était de faire entendre la voix de Reyhan'a et de donner vie à ses pensées et sentiments. Je me suis appuyé sur des extraits de notes des lettres qu'elle a rédigées pendant sa détention. Elle a lu certaines parties de ses lettres à sa mère par téléphone pour que Şöyle puisse les enregistrer en évitant la censure des autorités pénitentiaires. Mais d'autres parties existaient seulement sous forme de texte. J'étais donc déterminé à trouver une actrice qui pourrait les incarner. Leur donner âme et profondeur, il était important pour moi que cette actrice soit engagée politiquement. C'est le cinéaste iranien Sina Atayan Dena qui m'a recommandé son ami Zahra Amir Ebrahimi. Voilà donc pour cet hiver à Téhéran. On va aller maintenant sur quelque chose de plus léger, mieux. Je vais pas me prononcer, j'ai pas vu le film. Voilà, on va regarder la bande-annonce tranquillement. À tout de suite. J'ai vraiment rien dans le crâne. Franchement, je mérite pas ces pouvoirs. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Il y a déjà un super-héros en costume rouge avec un éclair sur le torse.
y a Aquaman qui est hyper baraqué, super viril, Batman qui est trop cool, et moi, je suis que moi. J'ai le syndrome de l'imposteur. Enfin, bref, un sorcier m'a doté de super pouvoirs. Sauf que tous les autres en ont maintenant. On peut savoir où vous allez? On va battre les bandits. Ah ouais. Et ils arrêtent pas de la jouer perso, et je suis le seul à essayer de mettre un peu de cohésion. Je me permets de vous rappeler que je suis pédiatre. Vous voyez? Comment? Écoute-moi, Peggy. Le sort du monde est en jeu. Les filles d'Atlas vont s'attaquer à toi. Les enfants qui s'emparent du pouvoir de tous les dieux. J'en fais une affaire personnelle, Billy. Ok, j'ai moins d'expérience que vous, vu que vous êtes super vieille, mais j'ai pas raté un seul Fast and Furious, ma petite dame. Et donc, le plus important, c'est la famille! Famille! Les gars, c'était le signal, quoi! Introducing the star of our show. His name is Shazam! Le monde court à sa perte. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces pouvoirs? Si vous croyez que j'y peux quelque chose, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Billy, chacun peut être méritant. S'il saisit sa chance. Alors va te battre pour ta famille. Va te battre pour le monde. J'ai lancé un SUV sur un dragon. J'adore ma life. Voilà, bon. Je pense que le contrat est respecté par rapport au premier. Ils ont su garder le côté un peu décalé, pas trop sérieux. Après, ce qui me fait peur, c'est le développement que DC veut faire un peu à la Marvel et qu'on va retrouver à chaque fois tous les super-héros. Il va être aidé par Superman, par machin, par truc. Et du coup, ça amène un truc qui est enfin, qui moi toujours me fatigue de plus en plus dans les Marvel, c'est que c'est le toujours plus et on ne sait jamais où ça va s'arrêter, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Shazam, la rage des dieux est la suite de Shazam sorti en 2019 qui avait rapporté plus de 367 millions de dollars de recettes dans le monde. C'est celui d'ailleurs qui a de chez DC Comics qui a le mieux marché. Le Suédois David F. Sandberg rempile à la réalisation. Ce qui m'a le plus emballé dans ce nouvel opus, c'était d'explorer la manière dont ces adolescents évoluent et collaborent en tant que super-héros. Et comme on peut s'y attendre, ce n'est pas toujours une réussite. Comme Shazam, ils sont tous encore bien candides, même si certains sont plus mûrs que d'autres. Ils mènent leur vie d'ado. Zachary Levi est lui aussi à nouveau de la partie dans le rôle titre. Dès que David et Henry m'ont parlé de l'idée du deuxième volet, j'étais partant. Je me suis dit que c'était exactement ce qu'il fallait pour construire une suite extraordinaire. J'étais donc très emballé et le fait de retrouver les acteurs et l'équipe technique que j'avais énormément apprécié. Et c'est aussi un rôle franchement amusant à jouer. J'ai l'occasion d'être un super-héros. En plus de ça, il est drôle. Comme son titre l'indique, le film intègre à son intrigue des dieux grecs. Oui, alors pas forcément la rage des dieux. Pourquoi ce ne serait pas des dieux par autre chose que grecs? Ça pourrait être des dieux d'Amérique du Sud. L'occasion de comprendre d'où Shazam tient ses pouvoirs. Pour Zachary Levi, cette association entre super-héros et dieux était idyllique. L'identité même de DC est imprégnée de mythologie grecque. J'ai donc trouvé l'idée formidable et quand ils m'ont pitché le projet, je me disais oui, oui, oui. En effet, comme Shazam a du sang de dieu et de demi-dieux grecs et de titans dans les veines, c'était logique qu'on évolue dans cet univers à un moment donné. Ah ouais, c'est un héritage des dieux grecs, son pouvoir, ça je m'en rappelais plus. C'est un film beaucoup plus ambitieux que le premier, affirme le réalisateur. On a vraiment mis le paquet, en particulier concernant les acteurs, les images et les effets sonores.
C'est un film conçu pour le grand écran et un son grandiose. Je suis très heureux qu'on le distribue en IMAX et Dolby Atmos et tous ces formats sonores de qualité, ce qui offre le meilleur écran pour le regarder. Avec des haut-parleurs dans le plafond, les spectateurs peuvent entendre le tonnerre et les éclairs ressentir au-dessus d'eux, les dragons voler et des harpies à leur trousse qui leur collent au basque. On doit pouvoir recevoir ce film de manière sensorielle. Shazam doit affronter dans cette suite les filles de l'Atlas, librement inspirées des Hespérides dans la mythologie grecque. Ces trois sœurs, Hespera, Calypso et Antea, sont de redoutables adversaires et ont hérité de certains pouvoirs dévastateurs de leur père, le titan Atlas. Bon, on va pas faire le détail de toutes les filles là, non? Chaque tenue du film a été fabriquée par le studio Ironhead en 4 à 6 mois. De ce qui est, c'est si on détaille trop les pouvoirs des méchants, ça va spoiler un peu trop le film quand même. Le costume le plus lourd était celui d'Hélène Mirren, qui pesait près de 9 kg. Afin que les costumes puissent résister à l'épreuve des décors et des séquences d'action, leur trame a été conçue en élastane, matériau qui s'étire sans perdre élasticité ni forme, et qui est suffisamment solide pour supporter d'importantes impressions de texture, parfois 2 ou 3 couches de couleurs différentes. Toutes les pièces ont été peintes en profondeur afin que la caméra puisse faire ressortir ces détails. Une fois l'impression terminée, on ne voit quasiment plus la trame en tissu du costume. Pour élaborer les tenues des déesses, les actrices ont été scannées avant que les costumes puissent être fabriqués, afin de donner aux tenues l'impression qu'elles avaient été taillées à la main dans du cuir. Les artisans ont utilisé de l'uréthane, qui permettait des retouches faciles et de la consistance. L'équipe a également recouru à l'impression 3D pour donner une meilleure définition et davantage de texture au corsage et aux jupes des costumes. Les tenues des super-héros ont connu d'importants ajustements au niveau de leur texture et de la coupe, tous opérés pour harmoniser les costumes. La courte cape à puce a été remplacée par une cape plus longue et lisse qui permet d'ajouter une fermeture éclair et qui permet donc aux acteurs de gagner du temps en s'habillant. L'éclair n'est plus un mécanisme à pile encombrant, il a été sculpté pour s'adapter au relief du corps et peaufiné numériquement en post-production. Gantelets, ceintures et chaussures ont été ajustés à chaque acteur, c'est quand même mieux, parce que si tu as des chaussures trop petites, c'est quand même chiant. Les prothèses de muscles ont été retravaillées pour être moins oppressantes. Le costume de super-héroïne de Marie a été modifié plus que toutes les autres, s'inspirant de sources supplémentaires. Un col et une jupe ont été ajoutés. C'est le compositeur Christophe Beck qui signe la bande originale de Shazam, La Rage des Dieux. C'est un habitué des films de super-héros puisqu'il a signé les musiques de Ant-Man et ses suites, ainsi que des séries Vendavision et Hawkeye. Ces personnages dégagent une belle innocence, conjuguée à leur héroïsme et sont liés par des liens de famille. La perspective d'évoquer ces motifs dans la bande originale m'a galvanisé. J'ai composé une grande partition orchestrale et audacieuse dans la grande tradition des films de super-héros avec un tout nouveau thème qui convient aussi bien à Billy qu'au reste de la bande. Je suis fier et heureux que le public du monde entier découvre le film et sa musique. Voilà donc ce qu'on nous disait sur Shazam. On va partir en enfance avec un film qui nous vient d'Ukraine, Le Royaume de Naga, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Le ciel s'éclaire, la terre entière nous appartient. Dès que tu me tiens la main, Entends ce poème qui te dit je t'aime. nos cœurs légers Pourront s'envoler loin de ton monde. Nos deux cœurs ici se fondent, prêts à battre en harmonie tout au long de notre vie. Mon monde, ton monde, notre amour est infini. Nos deux cœurs sont réunis, prêts à battre en harmonie. Chante, chante, chante dans le vent.
s'envoler. On peut s'envoler de ton monde. Notre amour est infini. Nos deux cœurs sont réunis, prêts à battre en harmonie. Chante, chante, chante dans le vent. Chante, chante, chante dans le vent. Voilà pour cette bande-annonce. Alors, j'ai pas trouvé de secret de tournage, mais j'avais entendu une interview de la réalisatrice. On sent quand même qu'il y a une grosse inspiration de Disney dans la manière de faire les chansons, de tout ça. Et la réalisatrice qui a fait ce film, parce qu'elle a des enfants, et en fait, elle voulait lui... elle leur a montré déjà pas mal de Disney. Et elle s'est dit, putain, c'est quand même dommage que Disney fasse plus leurs traditionnels dessins animés. Et donc, elle s'est dit, écoute, pourquoi pas à ce moment-là le faire moi-même. Comme ça, je pourrais continuer à montrer à mes enfants des Disney. Voilà. Et donc, bon, forcément, le film était prévu pour sortir il y a un an ou deux, quasiment un an et demi. Mais bon, la guerre, tout ça a fait que le projet a été un petit peu reporté, ce qui se comprend, c'est déjà bien qu'ils puissent le sortir. Alors là, on va partir en Amérique du Sud avec Los Reyes del Mundo. On change d'ambiance aussi. On regarde la bande-annonce tout de suite. Se le restitución de tierra, la carga que está a su pelo. Eso es suyo, esa tierra es suya. Mire qué alegría, ya le salió. La sentencia salió a su favor, pero las cosas no son tan fáciles. Madre, mi abuela se murió reclamando eso. Entonces me tengo yo también que morir pues para que me puedan entregar lo que es mío. Pero es mejor que no le digan a nadie a dónde van y qué van a hacer. Eso por allá es muy caliente. Estas tierras por aquí están llenas de oro. Entonces vos cargas con los muchachos como si fueran hijos tuyos. Yo solo los quiero llevar a una parte donde no recibamos maltrato, ni humillaciones, ni desprecio de nadie. A partir de ahora, nadie tenemos más que nadie. Todos correrán libres y salvajes. Y los cercos de la tierra partieron. Voilà, grande gaieté. On va regarder la note d'intention. Et après, je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé de ce film, parce que j'ai eu l'occasion de le voir. Le cinéma me permet d'essayer d'établir un dialogue réflexif et poétique avec le monde. Grâce au langage cinématographique, j'ai trouvé le moyen de sonder les émotions et les contradictions humaines, d'interroger ce qui m'inquiète. Attends, tout le début, là, c'est parce qu'elle parle de son ancien film Matar a Jesus, d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le voir. Il était magnifique. En faisant le casting d'acteurs non professionnels pour Matar a Jesus, je me suis rendu compte que parmi les 90 garçons auditionnés, la plupart venant de la rue, tous partageaient un terrible sentiment d'exclusion et la certitude de n'avoir aucun futur. Néanmoins, comme une profonde contradiction, ils débordaient de vie et de rêves délirants, toujours liés au même désir, l'obsession de se faire une place dans le monde. Après le tournage de Matar a Jesus, j'ai entrepris un voyage vers la côte pour voir la mer, et en arrivant dans la ville de Vendetas, où la cordillère est plongée en permanence dans un nuage qui semble ne jamais s'éloigner, j'ai sombré dans un profond mutisme. J'ai cessé de parler à mon compagnon de voyage, et j'ai vu ces garçons qui portaient à présent
le visage de ces 90 garçons rencontrés pendant le casting. Je les ai vus traverser ce paysage émerveillé à la recherche d'une place dans ce monde. Des images puissantes me sont apparues. Quelques heures plus tard, sans en dire un mot, je me suis arrêté et j'ai sorti mon carnet. Et j'ai écrit les premières notes de cette histoire. Nous sommes les rois du monde. De là sont apparues des questions que je m'étais toujours posées sur la violence liée à la possession de la terre, symboliquement et historiquement. Le point névralgique du conflit en Colombie est précisément celui-ci. Un peuple dépossédé de ses terres par des propriétaires terriens, des grandes élites et des groupes armés qui forment la base d'une société extrêmement inégalitaire. C'est pour cette raison que l'idée d'un groupe de 5 enfants des rues que la société a toujours exclus et dont le désir le plus cher est de réclamer une place dans le monde où être libre et en sécurité me semblait une manière de traiter l'histoire de cette violence et de rendre hommage à l'énergie de ce groupe de dépossédés, une façon poétique pour eux de se venger du monde qui les a affectés si durement. Revendiquer ce qui est à soi, sa terre, est à la fois l'acte le plus politique, le plus rebelle et le plus honnête. Nous avons donc contribué à bâtir un monde qui continue de repousser les gens à la marge, une structure de classe qui se rétrécit de plus en plus, où le capitalisme est devenu une forme de société violente, très attirante et à laquelle de moins en moins de personnes ont accès. Et pourtant, l'être humain trouve toujours le moyen de nouer des relations amoureuses et amicales. Quand il est chassé du cadre, la solidarité et l'idée de liberté se mettent à pousser au fond de lui, de même manière simple au plus intime. Apparaît alors ce bourgeon d'idéal romantique qui nous pousse à réclamer ce qui nous a toujours été refusé. En tant que femme, je suis profondément fasciné par l'exploration cinématographique de ces comportements, le plus souvent liés à une masculinité brute qui condamne un homme dès sa naissance à devoir être violent. Je suis fasciné par ce besoin de conquête territoriale, mais aussi par les liens qui unissent ces jeunes hommes. Leur affection, leur rage et leur frustration, comment ils tentent de s'entraider entre frères quand la présence féminine semble si lointaine. Au cours de leur périple quittant la ville pour traverser la cordillère, afin d'atteindre leur terre promise, accompagnés par la beauté de ce paysage tant disputé, suivant la noble obsession de Ra, le personnage principal de notre histoire, ils découvriront que la seule terre qu'ils pourront conquérir, c'est celle de l'imagination, de l'affection et des rêves, le territoire de l'âme. Ils découvriront que l'idée de poursuivre leur quête à mesure que le groupe se délite et disparaît est une façon d'honorer ceux qui ne sont plus là. Je songe à ces rois sans royaume, à ce voyage vers le néant où tout est possible, au cours duquel ils découvriront la sagesse auprès d'un paysan, la chaleur des femmes au milieu de nulle part, mais aussi la brutalité des hommes qui se sont appropriés des terres confisquées, ainsi que la mort comme façon d'éteindre une certaine dignité. À travers tout cela émane l'histoire de ce territoire qui tente toujours de se comprendre, de comprendre sa propre nature, de construire son identité. J'ai gardé contact avec plusieurs jeunes garçons rencontrés lors de ce casting, en particulier avec Ra. Une relation de profonde amitié s'est construite entre nous. Nos interminables conversations pleines de franchise et la certitude que chaque rencontre puisse être la dernière ont d'une certaine façon inspiré cette histoire. Ça vous met l'ambiance. Et alors, très différent, il n'y a pas si longtemps que ça, on vous avait présenté Undvaron, qui est sur le même sujet finalement. Et la différence de traitement est très différente. Autant dans Undvaron, la violence n'était pas montrée, mais on sentait une ambiance très pesante. Autant là, ce film est assez dur. Si vous allez le voir, sachez-le, parce que la violence est permanente, à part un moment où ils sont avec les femmes là dans une maison. C'est toujours en train de se taper dessus. Il y a toujours les couteaux de sortie. C'est toujours présent comme ça. Toujours, ils se font moitié agresser. Et donc, quand on lit la note d'intention, c'est très bien fait, puisque elle veut dénoncer cette violence qui est instaurée. Et dans ce sens-là, c'est très bien fait, mais c'est vrai que du coup, ça en fait un film qui est assez dur. Chose que dans Undvaron, ça me faisait peur, le film me faisait un peu peur. Et heureusement qu'il l'a pas fait dans Undvaron, parce que on était centré sur un lieu et un personnage. Là, vu que les gamins
passent de ville en ville comme ça jusqu'à la Terre Promise, ils échappent toujours un peu à la violence. Donc, on peut la montrer plus, alors que dans Varon, vu qu'on était sur un seul lieu, si elle avait été montrée comme dans ce film-là, ça aurait été juste insupportable. Allez, on va aller vers un peu plus de légèreté avec Grand Paris, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Leslie! Je suis renard. Ça va, la forme? quoi? T'es là, hein? Si je te ferai marron ou pas? De ouf? Faut faire quoi? Wesh! C'est quoi, c'est ton gros de fou là? C'est le métro du futur, ça, gros! Ah là, attends-nous là, y'a un peu de chelou. Eh mais gros, moi j'ai déjà vu ce genre d'artefact, comme dans le sarcophage à Toutankhamon. Tu penses qu'on peut gratter un billet avec ou pas? C'est archi possible, gros. On est des archéologues amateurs. On va au Louvre, là. Ah ouais? Et ça se passe bien? Bof, parce qu'en fait, y a plus de temps pour Paris, donc On a faim? Ça c'est sumérien ou précolombien, mais égyptien pas du tout. Et qu'est-ce que t'en sais, toi? J'ai un bac plus 3, un peu de respect quand même. Par contre, je connais rien. Je suis sûr il pourrait vous aider pour ça. Moi, j'ai changé d'avis. Je pense que ça vient pas d'ici. Je pense pas que ça vienne de la planète Terre. On n'est jamais à l'abri d'un petit accident quand on s'attaque au gouvernement. Mais on veut juste le bicrabe, nous. C'est parti, mon kiki. T'es perdu? Y'a que des galères toute la journée. Vas-y, je suis fatigué, ma gueule, frère. Tu comptes faire quoi là avec toute ta thune? Mystère et boule de gomme. Allez, tu te prends pour Indiana Jones, c'est ça? Je kiffe Indiana Jones. Vous venez pas avec nous? Non, on a des nouvelles aventures qui nous attendent, mec. Ah, c'est vrai. Voilà pour cette petite comédie déjantée. J'aime bien le grain de l'image, ça rajoute un peu de mystère au film. Un road movie sous acide à travers Paris, sans qu'on voit finalement tellement Paris. On voit plus, oui, donc, le grand Paris autour, plus que Paris. Je suis en train de bugger sur faut que je vous montre l'image parce que à chaque fois que je la vois, je me dis, mais quand même. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque un peu? Enfin, qui vous choque, qui vous interpelle. Alors, cette affiche fait polémique sur les réseaux sociaux, parce qu'il s'est quand même placé au-dessus de Jésus. Et donc, en gros, il est en train de dire que sa famille, lui, c'est Jésus, et ses potes, c'est les saints qui étaient avec Jésus, là, au moment de... je sais plus comment ça... la scène, là. Voilà. Il n'a pas les chevilles qui enflent, lui. C'est quand même l'analyse de la photo est quand même magnifique. Les apôtres, voilà, merci Michel. Voilà, donc ça fait une grosse polémique hein, sur les réseaux sociaux, là, cette affiche, de dire, bon, bah, on est le nouveau... Je suis le nouveau Jésus, je suis au-dessus de Jésus, et mes apôtres, c'est eux. Voilà, bon, allez, on retourne à Grand Paris. Martin Jova a grandi à Chelles, en Seine-Maritime, située à une vingtaine de kilomètres de Paris, à laquelle est connectée par deux lignes de transport, le RER E et la ligne Transilien P Grand Paris, comme le ligne Transilien P. Grand Paris, comme ses courts-métrages, met en scène le territoire de la grande couronne pavillonnaire. À force de s'ennuyer dans le RER, il s'est mis à rêver de ce qui se passait derrière les palissades du Grand Paris Express. Et si, en creusant, quelqu'un faisait la découverte archéologique du siècle, et si c'était moi, et si ça enchantait un peu mon quotidien blasé comme une écharde de magie dans la peau du réel. Martin Jova a toujours été attiré par le cinéma américain, ses références vont du Nouvel Hollywood au film de Spielberg, Coppola, Tarantino, ou passant par les comédies de Judd Apatow. Les références au cinéma de genre américain de mon enfance, quand elles s'incarnent dans le décor inattendu de la banlieue pavillonnaire, me plaisent énormément, parce qu'elles réunissent dans une équation singulière des éléments a priori contradictoires.
Avec Grand Paris, il tenait à mêler les tonalités comme il l'a fait dans ses courts-métrages, dans un registre qu'il appelle le mélancomique. Un ton léger, parfois burlesque, voire grotesque, mais toujours prêt à laisser affleurer la fulgurance d'un sentiment ou d'une émotion. Grand Paris est le premier long-métrage de Martin Jova qui a réalisé auparavant des courts autoproduits. Je crois que mon incapacité à me faire accepter dans une école de cinéma m'a directement poussé à faire des films avec une énergie décuplée par la frustration et la honte. J'ai beaucoup souffert sur le moment de ces échecs. J'ai vécu de longues périodes de doute plutôt désagréables, mais j'ai l'impression avec le recul que c'était un mal pour un bien, parce que du coup j'ai éprouvé une certaine nécessité, une urgence, dans mon désir de passer à l'acte de pratiquer coûte que coûte, contre vents et marées. Réalisateur de Grand Paris, Martin Jova en tient également l'un des 2 rôles principaux. Il n'avait aucune expérience dans la comédie, si ce n'est de brèves apparitions dans ses courts-métrages. C'est en donnant la réplique à Mahamadou Sangaré lors des essais que Jova s'est pris au jeu. Je commence à y prendre goût, j'aimais beaucoup le cocktail de nos 2 énergies et la façon dont nos réparties s'entrechoquaient, et la complicité intuitive qui est vite devenue évidente. Et puis quand j'ai appelé Mahamadou, c'est original comme prénom ça, Mahamadou, pour lui dire que je lui donnais le rôle, sa première réaction a été « Et toi tu joues renard ?» Cette spontanéité hyper altruiste de pur plaisir de jeu a fini de me convaincre. C'est une bonne petite comédie, voilà, très simple. Pas non plus, on va pas dire que c'est la comédie de l'année. On voit bien les références qu'il a voulu faire, on les voit bien au cours du film. On passe un bon moment. Voilà. Film de l'année, mais voilà. Si vous cherchez une petite comédie, tranquille, Grand Paris fait très bien l'affaire. Allez, on retombe en enfance avec La naissance des oasis. La naissance des oasis, un jardin plein de mystères, des gouttes de pluie qui s'unissent en communauté éphémère, une oasis drôle et colorée, ou encore des bergères qui dansent avec les nuages. Le cinéma est parfois là pour nous rappeler qu'il y a tout autour de nous de multiples raisons de s'émerveiller et de rêver. Enfin, n'oublions pas qu'il existe dans la nature un petit quelque chose qui veut plus que l'or, le pétrole et les diamants, le germe de la vie. Et je vous laisse avec la bande-annonce. Voilà pour ce petit film qui dure 35 minutes de tête, qui est vraiment idéal pour les enfants à partir de 3 ans, pour leur faire découvrir l'expérience du cinéma, tout simplement, la lumière qui s'éteigne, et le film qui arrive à l'écran. Film suivant, The Lost King, dont on regarde la bande-annonce tout de suite, tiré d'une histoire vraie. Well, Papa, I've decided that you are at the right level for you. We both know you've had issues. I suffer from chronic fatigue. It's a real illness. We can't afford for you to be out of work. I've no delight to pass away the time, unless to spy my shadow in the sun and descant on mine own deformity. I've had an idea. I've been doing a lot of research. All the information I need to find him, well, it's all out there. I know I can find him. Who? Richard. Richard who?
third? The king. I've been doing some research into finding King Richard's grave. So many people seem to take such a dim view of him. Richard III was a usurper. Then people are being misinformed. Where are you going? Have an adventure? He was a good man. I have the strongest feeling about this. A feeling is what you get when you sit on a bus seat that's still warm. His mortal remains are lost to history. Finding him would be virtually impossible. I feel like I'm being cuckolded by a ghost. Excuse me, could you tell me what that letter represents, please? Just means reserved. Of course. Reserved. Voilà donc pour cette bande-annonce. L'idée de départ, la plupart des gens, y compris les auteurs et l'équipe technique du film, se souviennent vaguement de la découverte de la dépouille de Richard III. Cependant, comme l'indique le producteur Dan Winch, c'est le genre d'histoire dont on a tous plus ou moins entendu parler, mais dont personne ne connaît l'invraisemblable réalité dans sa globalité. Dès le départ, c'est ce gros titre dans un journal qui a inspiré les scénaristes Jeff Popp et Steve Coogan. Une mère de 2 enfants originaire d'Édimbourg a retrouvé la dépouille d'un roi disparu dans un parking. Avant tout, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire de familles ignorées et oubliées par la société, de gens modestes qui ne s'en laissent pas compter et qui ne prennent pas toujours ce qu'on leur raconte pour parole d'évangile. Les gens n'aiment pas l'injustice, ils aiment les histoires à la David et Goliath, et c'en est une dans la mesure où elle oppose une simple amatrice à tout un système institutionnel. Il a d'abord fallu convaincre Philippa Langlais d'autoriser la production à s'emparer de son histoire. Elle se souvient, quand on vous contacte pour vous dire qu'une société de production aimerait raconter votre vie, vous n'y croyez pas une seconde, ce n'est pas une question qu'on aborde à la légère, puisque au fond, vous confiez votre vie à des étrangers. Mais j'ai eu envie d'écouter Steve et Jeff, j'ai compris qu'ils se passionnaient pour mon histoire et j'ai eu le sentiment que je pouvais leur faire confiance. Une fois que Philippa Langlais a donné son accord, Steve Coogan et Jeff Popp ont commencé à écrire le scénario. Pour les auteurs, il était essentiel d'insuffler une tonalité légèrement comique au film, proche de celle de Philomena, un film de Stephen Frears sur lequel ils avaient collaboré en 2013. Ils expliquent. On écrit des histoires sur un sujet précis et on utilise le ton de la comédie pour rendre accessibles des enjeux qui, dans un autre contexte, pourraient sembler rébarbatifs. On ne cherche pas à être élitiste, bien au contraire. On souhaite toucher le maximum de gens possible et raconter avec subtilité et humour une histoire qui donne matière à réflexion et qui soit drôle et surtout pas ennuyeuse. C'est un dispositif, pas une fin en soi. La comédie est un genre formidable car elle séduit les gens. Pathé et BBC Film, qui avaient accompagné Philomena, se sont engagés dans le projet dès sa naissance et ont financé son développement. Puis Ingenious et Creative Scotland ont apporté un financement complémentaire. Une fois que Philippa Langlais a accepté de participer au projet, certaines règles ont été adoptées, comme l'explique le scénariste. Par exemple, on a convenu que Richard III était un prolongement de son subconscient. Quand elle parle à Richard, en réalité, elle se parle à elle-même. Une fois ces règles établies, on s'est dit qu'on pouvait y injecter de l'humour et qu'on n'était pas obligé de prendre ce dispositif trop au sérieux. La productrice remarque « Le périple de Philippa a une valeur métaphorique et Richard y joue un rôle important. C'est pour cela que cette histoire est aussi riche et universelle. Au fond, on devrait tous avoir un Richard III qui nous guide sur notre trajectoire. » The Lost King a été tourné à Édimbourg, une ville filmée comme un personnage à part entière du film. L'équipe a notamment tourné au château, dans la vieille ville médiévale, à la cathédrale Sainte-Marie et au Forth-Ray Bridge, qui sert d'arrière-plan à l'Albert Pub, où les partisans de Richard se retrouvent dans le film. Christine Langan confie « Tout commence de manière parfaitement banale dans les rues animées d'Édimbourg, mais en réalité, l'histoire est en train de s'écrire autour d'un mystère. Les images sont magnifiques, et la silhouette des bâtiments d'Édimbourg qui se détache à l'horizon est tout simplement grandiose. C'est une manière très intelligente de créer un pont entre le passé et l'avenir. » Un tout autre défi a consisté à reconstituer la dépouille de Richard, comme le rappelle le chef décorateur Andy Harris. On a engagé un accessoiriste pour fabriquer le squelette et le résultat était épatant, d'autant que c'était la partie la plus difficile de notre mission.
C'était très gratifiant de voir le squelette disposé comme dans la réalité et les comédiens qui s'affairaient tout autour. Richard III en quelques mots. Tout dernier monarque de la dynastie Plantagenet et de la maison d'York, Richard III, donc, né le 2 octobre 1452, mort le 22 août 1485, a été roi d'Angleterre et seigneur d'Irlande du 26 juin 1483 à sa mort survenue sur le champ de bataille de Bosworth-Field en 1485. Il est l'ultime roi d'Angleterre à avoir trouvé la mort au combat et sa disparition coïncide avec l'avant-dernière bataille de la guerre des Deux Roses entre la maison d'York et la maison de Lancaster qui met fin à la période médiévale en Angleterre. Henri Tudor accédera alors au trône adoptant le même nom d'Henri VII. En août 1485, Henri Tudor de la maison de Lancaster rentre d'exil en France et débarque dans le sud du pays de Galles, accompagné d'un contingent de soldats français. Il s'avance à travers la région du Pembrokeshire et recrute d'autres soldats. Les forces d'Henri battent l'armée de Richard près de la ville de Market Bosworth, dans le Leicestershire. La dépouille de Richard est transportée dans la ville voisine de Leicester et enterrée sans cérémonie. On estime que sa stèle funéraire a été déplacée durant la période de la Réforme. Par ailleurs, on a longtemps cru à tort que sa dépouille avait été jetée dans la rivière. Pardon. Lorsque Philippe l'Anglais a retrouvé sa dépouille, il a eu droit à des obsèques officielles dans les cathédrales le 26 mars 2015. Et c'est vrai qu'il me semble que j'avais vu un documentaire là-dessus sur Arte, où ils expliquaient comment justement cette femme qui a suivi son intuition jusqu'au bout avait retrouvé la dépouille et comment après surtout les institutions ont récupéré le truc à leur compte et l'ont mis de côté. Le film est très chouette. Le côté comédie, effectivement, rend le film léger, mais du rythme aussi dans le film. Donc, vraiment, ouais, un très beau film pour une jolie histoire. Et là, c'est une jolie histoire aussi, mais qui n'est pas d'une grande gaieté. On part en Russie en 1938 sous Staline. Ça change d'ambiance. On regarde la bande-annonce. Пойте. Полюшка, поле, полюшка широка. Те, кого мы допрашиваем, на самом деле не террористы, не шпионы, не предатели. Но при этом все они попадают сюда, к нам, не случайно. У тебя подчиненный сбежал, Валер, с стабильным оружием, и ты обязан его найти. Тебе что надо, капитан? Мне поручение надо получить. Его расстреляли. Тебя все равно никто не простит. Что ты всю жизнь будешь как уголовник бегать? Так что просить прощения больше ни у кого. Сдавайся, капитан. Вот почему они все твердят, что невиновны. Потому что они на самом деле невиновны. Grande gaieté, hein, ouais. Il y a une petite comédie après, ça va faire du bien, parce que... Alors, la genèse. Le capitaine Volkonogov s'est échappé et est né des craintes et des appréhensions des réalisateurs.
Natalia Merkulova précise « La source d'inspiration a été notre peur de la violence et de l'agressivité qui sont, hélas, des aspects fondamentaux de notre monde au passé comme au présent. » Natalia Merkulova et Alexei Chupov travaillent en duo. La première est la réalisatrice principale et le second est le scénariste principal. L'entrecroisement de nos visions est ce qui fait marcher notre tandem. Le capitaine Volkonogov est un personnage contradictoire, capable de cruauté mais pas dépourvu d'humanité. Pour le réalisateur, c'était un défi de mettre en scène un anti-héros qui parvienne toutefois à embarquer le spectateur. Natalia Merkulova et Alexei Chupov sont passés par 27 versions du scénario avant de trouver le bon équilibre. Nous avons beaucoup aimé l'idée quand cet homme, deux puissantes forces se livrent bataille, son instinct de survie, l'élévation de son âme. Le film a pour toile de fond la Grande Terreur, le plus grand massacre d'État jamais perpétré en Europe en temps de paix, selon l'historien Nicolas Verse. Elle a duré 16 mois d'août 1937 à novembre 1938 et a résulté l'arrestation d'1,5 million de personnes, parmi lesquelles 750 000 sont exécutées. Pour autant, les réalisateurs ne voulaient pas faire un drame historique, mais plutôt une parabole fantasmagorique située dans un contexte particulier de l'histoire. Dans les années 30, nous qualifions cette approche de rétro-utopie. En raison de son sujet, le film n'est pas sorti en Russie et les réalisateurs ont été contraints de s'exiler dans un autre pays. Ah bon? Bon, pourquoi? Pour l'avoir vu, celui-ci, c'est important de voir qu'ils ne voulaient pas vraiment faire un film historique et faire une parabole, là, comme ils disent. C'est très réussi. Le personnage est un anti-héros parfait parce qu'on comprend assez vite qu'il a lui-même participé à des tortures, des exécutions, on voit au fur et à mesure, il y a des flashbacks et au fur et à mesure, on comprend ce qu'il a pu faire. Alors par contre, on se prend forcément un peu d'empathie pour lui, mais je sais pas comment dire ça. C'est une empathie un peu... C'est pas vraiment de l'empathie en fait. Parce que en gros, tant que lui et ses copains n'étaient pas touchés par le régime, ça lui posait pas de problème. Bon, il se posait quelques questions, il y avait son commandant qui le rassurait, et qui lui disait que c'est ça pour le bien du pays. Du moment où son commandant est lui-même torturé, enfin non, son commandant se suicide pour échapper à la torture, ça c'est le début du film, et le moment où il décide de s'échapper, du coup, pour échapper à la répression, à la torture et à la mort, et il cherche à se faire pardonner auprès des familles dont il a exécuté des gens. Et en fait, tout du long, c'est une empathie qu'en n'est pas une, puisqu'il a quand même fait des saloperies, puisque à chaque fois qu'il arrive devant une personne de la famille, on voit ce qu'il a fait subir à la personne qui a disparu. Et en fait, on a juste eu envie, c'est que personne ne le pardonne, en fait. Parce que c'est horrible d'avoir participé à des choses comme ça. Donc après, pour savoir s'il y a quelqu'un qui le pardonne, faut regarder le film pour avoir le final. Mais au niveau de l'ambiance, par contre, c'est super bien mené, c'est d'un... Ouais, c'est glauque. C'est vraiment glauque. Il y a vraiment... Ouais, puis les personnages sont tous durs, le fait que la plupart soient rasés comme ça, je sais pas si c'était une réalité dans leur costume ou pas. Mais enfin voilà, vraiment faut avoir les tripes bien mises là pour attaquer ce film. On va continuer avec une petite comédie qui nous vient de Belgique, Ailleurs si j'y suis, dont on regarde la bande-annonce. C'est une canalisation qui a pété. Avec cette merde en plus, je peux plus être dans les temps. Y'a Léa qui sera là demain. Je veux qu'elle voit que c'est pas la guerre entre nous. C'est pas moi qui vais me séparer. Mathieu, j'aimerais que ça soit toi qui reprenne. Bah non. Mais si. Non. Depuis qu'on est voisins, on se voit plus. Je sais, mais là, c'est chaud, ce boulot, là.
Pourquoi faire, papa? Comme ça, je partirai sans emmerder personne. Tu préfères clair ou foncé? Mathieu! Bah, je trouve pas Mathieu. Il est dans la forêt, je crois. Dans la forêt. Tu fais là? Regarde, c'est incroyable. Il est dans la forêt, près d'un étang, là. Mais tu vas pas bosser? Non. Et toi? Vous avez encore pointé en retard ce matin. Toi, j'ai le temps, moi, d'aller me vautrer sur le sable. J'en peux plus. Je me sens plus vivante. Je vais partir en voyage très loin. J'ai besoin de prendre la route. J'ai besoin de me barrer. Je vais me permettre d'être tout à fait honnête et franche. Euthanasie, on n'en parle plus. C'est Mathieu qui nous a mis dans cet état-là. Parfois, on a juste besoin de se détendre. Hein? Sauter dans le vide, faut tout reprendre depuis le début. Dis donc, papa, il est dans la forêt. Mais il va très bien. Voilà pour cette bande-annonce. Le point de départ du film. François Pirault voulait écrire une série de personnages qui n'arrivent pas à accepter ce qu'ils sont ou ce qu'ils sont en train de devenir. Le cinéaste précise, leur insatisfaction est à l'image de celle plus large de la société dont ils font partie. Une société privilégiée, mais qui peine à se réinventer, à se construire des idéaux ou des croyances, afin d'aborder l'avenir avec un minimum d'enthousiasme. Ailleurs si j'y suis a été écrit bien avant la pandémie, mais il est vrai qu'on m'interroge systématiquement sur ce parallèle lors des projections publiques du film. La pandémie a fonctionné comme un révélateur de problématiques, d'insatisfaction qui étaient déjà bien présentes avant son arrivée. Elle les a simplement fait ressortir de façon plus aiguë du fait qu'aujourd'hui on ne peut plus les nier. François Pirault est un réalisateur scénariste belge. En tant que scénariste, il a co-signé plusieurs scénarios de longs métrages de fiction et collabore aussi comme consultant à l'écriture sur de nombreux projets. Ce film est son deuxième long métrage de fiction en tant que réalisateur après Mobile Home, sorti en 2012, et un long métrage documentaire Eurovillage, sorti en 2015. Le film pose un constat assez sombre sur un sentiment de perdition, et pourtant il est fantaisiste et drôle. Au niveau de la tonalité, François Pirault a ainsi voulu atteindre une forme de légèreté. Il précise dans le bon sens du terme, c'est-à-dire une légèreté qui nous permette de considérer des choses pesantes sans qu'elles ne nous écrasent sous leur poids. Et cela en les regardant de manière un peu décalée, gardant vis-à-vis d'elles une distance amusée et une forme d'ironie tendre. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais cet humour est aussi induit par la nature de mes personnages. Ils sont privilégiés, issus de la petite bourgeoisie, et peuvent se permettre le luxe de la crise existentielle. Prendre leurs états d'âme trop au sérieux et faire de leurs angoisses un drame noir ne me semblait pas juste. D'autant que je raconte à travers le trajet d'un des personnages qu'un des moyens de s'apaiser est de parvenir à rire de soi-même. Ailleurs si j'y suis comporte plusieurs personnages principaux. François Pirault avait envie de se confronter à ce type d'écriture parce qu'il aime les changements de point de vue que cela implique, mais aussi parce que cela permettait de rendre principaux des personnages qui seraient restés secondaires. On parle souvent de films chorales quand le protagoniste principal peuvent chanter en chœur. Ici, ce n'est pas vraiment le cas, certains personnages ne se croisent jamais, la structure du film ressemble plus à celle d'une fugue. Après l'exposition du thème par la voix de Mathieu, les autres voix arrivent l'une après l'autre et se superposent en développant chacune des variations sur le thème principal. Pour la bande originale, François Pirault tenait à travailler avec un compositeur de musique classique. Il s'est ainsi adressé au compositeur belge Benoît Mernier. Il a écrit plusieurs opéras mais n'avait jamais travaillé pour le cinéma. Je suis très content de son travail, le climat du film lui doit beaucoup. Pour coller à la tonalité qui se situe entre le drame et la comédie, François Pirault voulait trouver des interprètes qui soient à la fois à l'aise dans le registre comique et dramatique. Il confie, il fallait qu'ils amènent une dose de décalage et de burlesque afin de ne pas trop alourdir les personnages. Comme ils se comportent de façon régressive, égoïste ou complaisante, le risque de les voir se faire rejeter par le spectateur était réel. Avec des personnalités attachantes comme celles de Jackie Berroyer, Jean-Luc Bidault
Suzanne Clément ou Samir Ghesmi, je savais que je pouvais éviter cet écueil. Mathieu est un peu à part et je remercie vraiment Jérémy Régnier d'avoir accepté ce rôle qui, sur le papier, pouvait peut-être sembler trop statique pour un acteur de sa trempe. Mathieu se comporte dans la forêt comme si c'était tout à fait naturel pour lui d'y être, comme s'il était lui-même un animal des bois. Il est uniquement concentré sur le moment présent et il n'y a dans ses répliques aucun sous-texte ni sous-entendu. Atteindre cette simplicité et cette présence pure afin que les autres personnages venus le voir soient désarmés et ne pensent même pas à le sortir de bois est une vraie performance. Et pour l'avoir vu, c'est vrai qu'on passe un très bon moment devant. Beaucoup d'autodérision dans les personnages et dans leur manière d'être, d'évoluer, et la puissance qu'a cette forêt, parce que tous les personnages ne réagissent pas de la même manière à la forêt, mais les trois personnages masculins qu'on voit dans la bande-annonce réagissent vraiment tous de la même manière, ils lâchent prise. Et alors moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé curieux, c'est que, je ne sais pas si vous avez fait gaffe dans la bande-annonce, quand ils rentrent dans la forêt, l'image se rétrécit, et par contre, ils ont dû jouer sur la luminosité de l'image pour montrer que le personnage va mieux. Et c'est marrant parce qu'habituellement, normalement, le traitement est à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a une image plus réduite quand on est dans la vie de tous les jours, la vie classique, qu'on s'emmerde, et quand ça va mieux, l'image s'élargit. Là, c'est vraiment curieux qu'ils aient pris le contre-pied de ça. Après, je pense qu'il y a un changement de caméra entre les deux formats, ce qui fait que le grain est légèrement différent quand il rentre dans la forêt, ça rapporte de la luminosité, et du coup, le truc est réussi. Voilà, donc là, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment une bonne petite comédie, on passe un bon moment devant. Allez, on retombe... Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? On retombe en enfance avec Conte de printemps. Hop. Dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Tu vas où? Dans la jungle, je vais me construire une maison. Voilà, donc comme tout à l'heure, vraiment, on est dans le film de 40 minutes pour faire découvrir le cinéma aux plus jeunes à partir dès 3 ans. Et du coup, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Il est vraiment bien foutu, 4 courts-métrages qui évoquent le printemps. Il y a plusieurs manières de dessiner. Donc ouais, vraiment, vraiment chouette. Et on arrive quasiment au dernier film, La Roya, dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Venía a desenterrarlo. Nos vamos a reunir todos. Ah, acá en el pueblo. Vea, compa, si lo desenterré acá, Si usted no baja, yo me subo ese día. Hace filo, hijo de puta.
Lo amarro en una mula suya y me lo traigo. Usted verá, se me dice la buena o la mala. Esa mujer, ¿cómo lo tiene? Parecen hierbados. Voilà. Je sais pas si la bande-annonce vous donne vraiment bon, de quoi ça parle, mais naissance du projet. Juan Sebastián Mesa a passé les premières années de sa vie dans un petit village de producteurs de café situé en haut de la cordillère des Andes. Les journées passées à parcourir les plantations de café de sa tante font toujours partie de ses souvenirs d'enfance. Le metteur en scène se rappelle, à cette époque, la vie du village tournait autour de la récolte, les gens célébraient son arrivée, les enfants sortaient de l'école pour prendre un café avec leurs parents, et les gens venaient de partout pour chercher du travail. Puis j'ai quitté le pays, je ne suis pas retourné au village pendant plusieurs années. Quand je suis revenu, ma tante avait vendu son terrain et avait déménagé en ville. Je me suis promené dans le village et j'ai commencé à remarquer que la plupart des habitants étaient des enfants et des personnes âgées. La plupart des jeunes avaient migré vers les villes, vers de meilleures opportunités. La rouille est un champignon qui se nourrit des feuilles de caféier. Il se propage rapidement, affaiblissant les plantes et faisant tomber les fruits avant qu'ils ne soient mûrs. Elle est considérée comme l'une des maladies des plantes les plus dévastatrices de l'histoire. Pour le réalisateur, La Rouilla est une histoire sur l'identité paysanne à travers laquelle il a cherché à retranscrire l'agonie d'une campagne qui refuse de disparaître, un combat incarné par un jeune homme têtu qui refuse de quitter l'endroit où il est né. Le tournage de ce film a été non seulement la redécouverte de lieux et de personnages chargés de sens, mais a aussi représenté l'énorme défi que d'essayer de dépeindre la vie quotidienne et comprendre au passage que c'est ce quotidien qui constitue le plus grand obstacle. Confrontés à cette contradiction, nous avons passé 5 semaines à filmer dans différents endroits du sud-ouest d'Antioquia, où la pluie, les glissements de terrain, le soleil et la boue nous ont rappelé la ténacité et la rigueur qu'il faut avoir pour être paysan. Pour le réalisateur, La Rouilla n'est pas une histoire d'amour, mais plutôt l'histoire d'une rencontre ratée et de défaite, le réalisateur précise. Je me suis intéressé à capturer le choc entre le rural et l'urbain, vu à travers les yeux de quelqu'un qui n'a jamais quitté sa campagne pour aller en ville, et qui attend anxieusement de retrouver une vie passée désormais inexistante. La nostalgie est peut-être le sentiment le plus récurrent du film, un sentiment de peine envers la distance, l'absence de ceux qui sont partis, pour ceux qui auraient été et pour ceux qui ne sera jamais. Ouais. Ouais, l'intention est là, mais vraiment, le film est d'une lenteur sans nom, ce qui fait que, enfin, c'en est limite. Ça se met en pause, ça? Oui. Enfin, voilà, moi je sais que j'ai pas du tout accroché au film à cause de ça. C'est d'une lenteur, alors ok, on regarde un mode de vie qui est en train de disparaître, mais je sais pas, il peut se passer un petit peu de choses quand même, où on réduit les scènes. Les scènes traînent en longueur, vraiment. Alors, je sais que c'est un peu particulier pour... Enfin, c'est un peu une façon de faire de certains réalisateurs d'Amérique du Sud, de mettre des plans très longs comme ça pour faire comprendre. C'est leur manière de faire, quoi. Mais c'est vrai que du coup... alors, autant Shazam ou John Wick, ça n'arrête pas de se taper dessus, mais là... moi, je suis passé à côté du film, vraiment. J'ai vu qu'il a été primé à
au Festival de San Sebastian et dans d'autres. Moi, vraiment, là, si vous avez l'occasion de le regarder, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais c'est vrai que c'est pas le film que je conseillerais le plus cette semaine. Allez, on va pas y échapper. Comme chaque semaine, on a 2 films indiens qui sortent. Voilà. Il y en a un, ils se sont même pas... Bon, déjà, on va regarder le premier, ensuite on regardera le deuxième. On va aller tranquillement. Donc, le premier, Patutala. Allez, on regarde la bande-annonce. இங்க எல்லாருமே காணாம போன சீமை பத்தி தான் கேள்வியா கேட்டுட்டு இருக்காங்க. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் நள்ளிரவு முதல் காணவில்லை. சீவ் நீங்களா? எங்க கவர்மெண்ட் இப்ப வேலை பார்க்கிறீங்களா நான் தேசிய வேலை பார்க்கிறீங்களா? அந்த ஏஜிஆர் கும்பலோட மனக்கொள்ளியை தடுக்க ஒத்தால போராடி பார்த்தி 10 காசு பிரயோஜனப்படல. யார் பய அந்த ஏஜிஆர்? எவ ஆளணும் எவ மாளணும் நான் தாண்டா என்னை எப்படி கொள்வியோ அப்படிதான் உனக்கு சாவு. என்ன அடிப்பட்ட புலி மாதிரி அலைய வைக்கிறா? என்ன கொண்டு என்ன அவனை கொண்டுருவேன். மான ஓனாய் கொள்ளும், ஓனாய சிறுத்தை கொள்ளும், சிறுத்தைய புலி கொள்ளும், புலிய சிங்கம் கொள்ளும். ஆனா அந்த சிங்கத்தை கொள்றதுக்கு இன்னொரு மிருகம் பிறந்து வரலடா. துரோகமும் துரோகியும் ஏஜிஆருக்கு புதுசான Voilà, bon, hein, on est dans la lignée des films indiens qui sortent un peu chaque semaine. Et le deuxième, vous allez voir, est pas mal non plus dans le genre. Là, ils se sont même pas emmerdés à faire des sous-titres. Mais bon, après, on arrive quand même à comprendre. Hein, à peu près ce qui se passe. Ça... Ouais, hein, ouf. Et là, tu vas voir le suivant dans le genre, là, c'est le dernier film de cette semaine. Dans le genre, c'est pareil, il est bien. Il est bien. On regarde la bande-annonce tout de suite. Plus en 3D. C'est type en beau. Voilà, donc c'était le dernier film qui sortait sur cette semaine du 29 mars. Voilà. Alors, chez qui je vous envoie ce soir? Mais c'est marrant quand même, j'ai l'impression de voir toujours la même présentation de film, avec un personnage surpuissant qui sauve tout le monde, qui sauve la veuve et l'orphelin contre les oppresseurs. C'est vraiment, il y a toujours toujours la même ligne, avec toujours les petites danses par moment. Voilà, bon, après c'est Bollywood, quoi. Mesdames et messieurs, je vais vous souhaiter une bonne soirée déjà. N'oubliez pas d'aller au cinéma, c'est important de découvrir les films en salle pour soutenir la culture, la diversité.
J'espère qu'il y a des films que je vous ai présentés ce soir qui vous ont plu. Je vais donc finir ce live. Bonne soirée à toutes et à tous. Et je vous envoie chez Ominucci. Tout de suite, elle fait du Witcher 2. Voilà, n'hésitez pas à lui faire un petit bonjour et à la soutenir dans ce jeu qui a l'air... il a l'air d'avoir pas mal de problèmes dans le jeu. Voilà. Donc, bon courage à elle. Dites-lui bonjour de ma part. Et bonne soirée. Je serais plus frustrée qu'autre chose. Oh, waouh, 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 6 personnes, incroyable.